Hello tout le monde, j'espère que ça va. Si vous vous demandez le cadre, l'impression d'art, puisqu'on appelle ça comme ça, le print que je vous ai filmé en début de vidéo, c'est d'un artiste qui s'appelle Daniel Smith. Je vous mettrai un lien en description. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est juste que j'aime bien cet artiste et que voilà, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. On parle pas du tout de Daniel Smith aujourd'hui. On parle de Saturn Return, le dernier manga en date, en tout cas en France, d'Akane Torikai. Akane Torikai, autrice dont on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, autrice que j'aime beaucoup. Qui est suivie en France par les éditions Akata, qui s'occupe très bien d'elle, qui avait publié, j'ai changé un peu la disposition de la vidéo, donc je suis proche de mes mangas, je vais pouvoir les tirer de la bibliothèque. En France, ils ont publié Amour placebo récemment d'elle, en 2 tomes, qui parle de prostitution. Du rapport d'un homme à la prostitution. Ils avaient publié Le siège des exilés, en 2 tomes également, qui est une série de SF, qui parle d'un monde dans lequel les hommes ont disparu et qui est donc dirigé uniquement par les femmes, mais ça pose le problème de la reproduction. Ils avaient publié en 8 tomes sa première série un peu longue, En proie au silence, qui était un manga un peu à thèse, si je puis dire, sur le consentement, sur le rapport au consentement au Japon, et sur une femme qui est en proie au silence, mais en proie aussi à des violences sexuelles. Et voilà, c'était sa première série qui a beaucoup fait parler d'elle, en France en tout cas, et je pense au Japon aussi. Ils avaient publié également, hop, j'essaye d'aller chercher, You've Got a Love Song, un recueil d'histoires courtes. Je crois que c'était sa première publication en France, si je dis pas de bêtises. C'est de ça dont on avait parlé en premier sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé ce recueil. Et ils avaient publié, alors celui-là, il est derrière, j'aurais dû préparer. Hop, je fais tout tomber, désolé. Ils avaient publié également, ça on avait également fait une vidéo, sans préambule, un autre recueil d'histoires courtes, si je puis dire, mais qui est assez spécial. On avait fait une vidéo dessus, mais c'est pas que du manga, il y a de la poésie, c'est un carnet de croquis presque, c'est un objet assez étrange, sans préambule, mais qui est très très chouette, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, donc beaucoup de titres qui nous sont parvenus, ce qui est assez cool parce que c'est une autrice quand même assez particulière, Akane Torikai, qui est très féministe. On avait déjà parlé un petit peu de manga féministe et de rapport au féminisme au Japon, notamment avec Akiko Higashimura, l'autrice de Tokyo Tarareba Girls, que je peux pas vous montrer parce que j'ai revendu ma série. C'est une série sur laquelle j'avais beaucoup de réserves, que j'avais beaucoup aimé au début, puis finalement je me suis dit je vais jamais la relire, donc je l'ai revendue comme quelques autres séries récemment. Tokyo Tarareba Girls, où je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait dessus, que je trouvais certes, je comprenais pourquoi on en faisait, pourquoi on disait que c'était une œuvre féministe, mais je trouvais que c'était un féminisme très light, très mainstream, qui est très très acceptable en société, si vous voulez. Ça faisait pas très peur aux bourgeois, je pense, comme féminisme, celui d'Akiko Higashimura. Celui de d'Akane Torikai qu'on a là et qu'on a eu dans toutes les séries dont je vous ai rappelé les titres là récemment, notamment dans Proie au silence, hein, qui est la plus violente, on va dire, à ce niveau-là. Euh, Akane Torikai dans un féminisme beaucoup plus de lutte, beaucoup plus de dénonciation, qui met beaucoup plus mal à l'aise. Et enfin, à raison, je veux dire, c'est son but, quoi. C'est pas un problème de ses œuvres de mettre mal à l'aise, c'est ce qu'elle cherche à faire, très clairement. Et donc oui, elle a été connue pour ça. Je sais pas comment elle est prise au Japon, parce que c'est un peu, faut toujours faire attention à ça sur ce genre de sujet. C'est que le féminisme d'Akiko Higashimura dont je parlais, de Tokyo Tarareba Girls notamment, me paraît à moi français très mainstream, très calme, très light. Mais peut-être que pour un japonais, c'est déjà un discours féministe assez fort que de dire que des femmes de 30 ans peuvent être célibataires et peuvent vivre sans que le but de leur existence soit de chercher le mariage. Parce que c'est ça globalement le propos de Tokyo Tarareba Girls. Propos qui peut nous paraître pour nous français assez facile à accepter. Euh, Là, à Akane Torikai, on est dans des trucs beaucoup plus complexes, oui, qui parlent de violences sexuelles, de domination patriarcale, de choses comme ça, plus structurelles. Elle est moins dans le cas individuel.
Et c'est pour ça que j'ai parlé un peu de manga à thèse sur En proie au silence. Pareil, on peut aussi reparler du Siège des Exilés, qui est clairement un manga à thèse, ce qui en fait d'ailleurs, à mon sens, le moins bon manga d'Akane Torikai pour l'instant, le Siège des Exilés, qui est un récit de science-fiction, mais qui est en fait vraiment ultra, j'allais dire parasité, en tout cas ultra monopolisé par son propos sur le rapport homme-femme, et Akane Torikai oublie un peu de raconter une histoire finalement derrière. C'est presque uniquement un propos idéologique avec lequel je suis complètement en accord, mais ça en fait pas un très bon manga. Voilà. C'était un peu le problème d'Akane Torikai jusqu'ici. On peut aussi revenir sur Amour Placebo, un de ses derniers titres, où pareil, je trouve que pareil, c'est une histoire courte en 2 tomes. Elle a pas le temps de développer réellement une histoire, je trouve. Même des personnages, je trouve qu'il y a un petit côté, c'est très véhiculaire de son propos. Encore une fois, c'est un propos avec lequel je suis complètement en accord. Mais les mangas sont parfois, les mangas d'Akane Torikai ont pu parfois être un peu laborieux en termes de lecture. Parce que c'était presque des thèses quoi en fait. C'est un peu ce qu'on pouvait lui reprocher et ce qu'on ne pouvait pas reprocher d'ailleurs aux 2 titres dont moi j'ai parlé sur la chaîne, qui étaient ces recueils d'histoires courtes, You've Got a Love Song que je remets là et Sans préambule en grand format que je remets là. Qui eux justement peut-être du fait que c'était des histoires courtes, que il y avait un côté plus impressionniste dans ce qu'Akane Torikai racontait. Avait plus à cœur d'être proche de personnages, proche de situations, de lieux, sans forcément se poser la question de ce que ça racontait d'un point de vue idéologique. Ce qui en faisait des lectures plus proches du divertissement émotionnel, hein, qui développe des choses en nous, mais quand même du divertissement. Et tout ça, cette longue intro où je reviens sur tout ce qu'a fait Akane Torikai pour parler de sa dernière série Saturn Return, qui est là la fusion de tout ça. C'est-à-dire que ça, et c'est évidemment un manga, une série en 10 tomes, je ne l'ai pas dit, qui vient de se terminer en France il y a moins d'1 mois, je crois, avec ce 10e tome qui est ici. C'est une série qui est toujours féministe, parce qu'Akane Torikai est féministe, et ça parle d'une femme qui cherche son indépendance, qui cherche son identité à elle en indépendance des hommes, en autonomie des hommes, ce qui ne va pas de soi au Japon. Mais là, pour le coup, ça y est, Akane Torikai a décidé de raconter une histoire qui va prendre donc 10 tomes pour se développer. Et là, on n'est plus du tout dans le manga à thèse, si vous voulez. Enfin, plus du tout. En tout cas, c'est plus du tout la majorité de ce qu'est ce manga. De quoi parle Saturn Return? On va regarder un petit peu. Ça parle d'une écrivaine que vous voyez en couverture. D'ailleurs, vous voyez que les couvertures ont été travaillées pour qu'on comprenne que ça parle d'une écrivaine. Il y a des extraits de son roman sur les couvertures. Extraits que vous pouvez lire plus facilement en retirant la jaquette, où derrière, il y a toujours l'extrait en intégralité. Ça vaut ce que ça vaut comme lecture, parce que c'est une écriture très à la japonaise, donc beaucoup dans les images, dans les métaphores, on comprend pas forcément toujours de quoi ça parle les extraits de ces romans. C'est pas très grave, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est donc cette écrivaine qui s'appelle Ritsuko, qui est une écrivaine telle qu'on nous la raconte souvent en fiction, c'est-à-dire c'est un peu le cas par exemple dans une série télé comme Californication ou dans plein d'œuvres. C'est le cas classique de l'écrivaine qui a eu un gros succès avec son premier livre et qui depuis n'arrive plus à écrire. Voilà, on connaît très bien ce modèle d'écrivain en fiction qui n'existe pas tant que ça dans la réalité. Hein. J'écris moi-même, je suis écrivain, je côtoie pas mal d'écrivains. Le cas de l'écrivain au succès unique qui n'a jamais réussi à écrire un 2e roman, c'est pas si fréquent. Ça doit exister, mais c'est pas un truc, c'est pas aussi fréquent que nous fait croire la fiction. Qui représente beaucoup ce modèle-là d'écrivain. Donc Ritsuko est ce modèle-là d'écrivain. Elle a écrit un roman qui s'appelle Le Pays du Sommeil, Le Pays de la Sieste, pardon, je crois. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, Le Pays de la Sieste, que vous voyez là, qui a été un chouette succès. C'était quelques années auparavant, avant le début de l'histoire. Et depuis, elle n'arrive plus à écrire. Elle est en panne d'écriture. Et dans Le Pays de la Sieste, elle raconte un peu sa jeunesse et son rapport à un mec qui s'appelait Nakajima, dont elle a déformé le nom, elle l'appelle Aoi dans son roman, mais c'est lui, vous le voyez là, c'est le mec avec les cheveux longs, qui est un ami d'adolescence. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux au départ. Ils étaient potes, ils donnent pas l'impression d'être sortis ensemble, mais c'était deux ados
un peu autodestructeurs, qui cherchaient leur place dans le monde et on comprend ça dès le premier tome, hein, qui ont un peu nourri leur toxicité l'un à l'autre en se côtoyant et en brûlant la vie par les deux bouts, comme on dit. Et donc, c'est lui qui a inspiré à Ritsuko, à l'écrivaine, son premier roman. Et au premier tome, elle reçoit un coup de téléphone ou un message, je sais plus, qui lui annonce que Nakajima s'est suicidé. Voilà, c'est là, elle se fait appeler, vous voyez la scène là tout de suite, elle se fait appeler et Nakajima s'est suicidé. Il faut savoir que Ritsuko, l'écrivaine, s'est mariée à son éditeur, à son ancien éditeur, que vous voyez là, qui est devenu son mari. Et ensemble, ils ont tenté d'avoir un enfant. Mais je raconte un peu mal et je sais pas si je dois raconter ça. Bon, il y a une histoire avec un enfant. Ritsuko a perdu un enfant. Ça, je peux vous le dire, on l'apprend très très vite. Voilà, voilà. Elle a perdu un enfant qui n'était pas de son éditeur. Voilà, je peux vous le dire. C'est pas une énorme surprise. Ça arrive dans les premiers tomes. Mais voilà, il y a une histoire d'enfant qu'elle a perdu. Donc il y a plein de zones d'ombre comme ça dans la vie de Ritsuko dès le départ, qui sont son rapport à cet éditeur qui est devenu son mari. Son rapport à ce mec Nakajima sorti de sa jeunesse, donc qu'elle ne fréquentait plus a priori, hein, depuis longtemps, elle avait plus spécialement de nouvelles de lui, et son rapport à cet enfant qu'elle a perdu. Donc il y a plein de zones d'ombre, il y a une zone d'ombre aussi autour de son écriture, elle n'arrive plus à écrire. Et il y a une nouvelle zone d'ombre qui apparaît. Ça, c'est un rêve que vous voyez, mais qui est un rêve important sur cette route déserte, qui va revenir plusieurs fois dans la série. C'est des très beaux dessins d'ailleurs. Akane Torikai, c'est en plus, je trouve, vraiment amélioré au niveau dessin. J'ai toujours trouvé... Hop, on va tourner la page. Il y a un peu de sexualité dans Saturn Return. J'ai toujours trouvé qu'elle dessinait bien, mais je trouve dans Saturn Return, elle a pris de nouvelles dimensions dans son trait. Et oui, disais-je, il y a une autre zone d'ombre qui s'ajoute, qui est que avant de mourir, avant de se suicider, Nakajima, son pote d'enfance, a envoyé une demande de mariage à 8 femmes qu'elle ne connaît pas, 8 femmes mystères, qui ont toutes reçu une demande de mariage le même jour, la veille de son suicide. Et donc, toute cette histoire, le suicide du mec, la panne d'écriture de Ritsuko, les demandes en mariage, tout ça va donner envie à ce gars-là, Koide, qui est le nouvel éditeur de Ritsuko, d'aller écrire un deuxième roman, d'aller enquêter sur place dans la ville d'enfance de Ritsuko pour comprendre ce qui s'est passé avec Nakajima et pour en faire son deuxième roman. Donc les deux, Koide et Ritsuko, vont se mettre à enquêter et vont partir en expédition, si je puis dire, dans la ville d'enfance de Ritsuko pour enquêter sur tout ça. Voilà, c'est ça l'histoire de Saturn Return, ça va durer 10 tomes, donc on est à mi-chemin du portrait personnel, du portrait émotionnel et de l'enquête policière, en fait, on peut dire. Alors, je dis policière, il n'y a pas vraiment de personnage de policier dans Saturn Return, mais on est vraiment sur un truc d'enquête, à chercher des indices, à recouper des éléments, à essayer de comprendre ce qui se passe, qui sont les 8 femmes, quel était leur lien avec Nakajima. Et c'est une enquête en fait qui est double parce que les personnages font leur enquête, mais nous aussi, vous voyez, là il y a une représentation de l'enquête. Ce personnage-là, je l'adore, la fille qui est à côté, qui est la copine de Koide et qui est mon perso favori du manga, qui est extrêmement drôle et qui est ultra forte en enquête, genre de manière non expliquée. C'est une espèce d'enquêtrice née. Et il y a beaucoup de nudité, comme j'ai dit, j'essaye de pas trop énerver YouTube. Et oui, c'est une enquête double parce que les personnages font leur enquête et nous avec, mais on fait nous-mêmes lecteurs une deuxième enquête en fait en même temps, qui est un peu une enquête sur Ritsuko, sur cette écrivaine dont on sent, comme je dis, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne nous dit pas, si je puis dire, que le récit ne nous dit pas. Akane Torikai joue un peu avec nous, lecteurs, à ne pas tout nous dire sur ce que ressent Ritsuko, sur ce qu'elle a vécu, quelle était sa jeunesse, quelle était même sa vie d'adulte, qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant qu'elle a perdu, qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle s'est mariée avec son ancien éditeur. Il y a plein de choses qui restent dans l'ombre et Akane Torikai gère très bien dans les premiers tomes, dans la suite aussi, mais je veux dire c'est surtout dans les premiers tomes ce que je raconte, gère très bien le fait de ne pas nous donner toutes les infos, mais de nous faire comprendre qu'on ne les a pas toutes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne nous cache pas vraiment les infos, enfin si, elle nous les cache, mais elle nous fait savoir qu'elle nous les cache, ce qui rend le truc intéressant. Donc il y a un peu ces deux enquêtes-là. Il y a l'enquête factuelle du scénario et l'enquête sur le personnage. Parce que le personnage de Ritsuko,
qui est le personnage central du récit, mais je sais pas si je peux dire que c'est l'héroïne, on va y revenir. Euh, En tout cas, Ritsuko est un personnage assez ambigu, euh, qui n'est pas très appréciable en réalité. C'est dur d'aimer ce personnage. Elle a un côté très toxique, très manipulatrice malgré elle, c'est-à-dire elle fait pas grand-chose de manipulateur dans la majeure partie du récit. Mais on sent qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui déconne avec ce perso et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et elle change. Et il y a un truc aussi où on la voit beaucoup au cours du récit changer de caractère, sans que ce soit trop expliqué, mais elle a des sautes quasiment schizophréniques par moment, où c'est plus, on a l'impression que c'est plus du tout le même personnage. Donc tout ça nous pose beaucoup de questions. Et pose beaucoup de questions, comme je disais, à son éditeur Koide, qui est finalement, je crois, lui, en fait, c'est peut-être lui le héros de l'histoire. C'est-à-dire que Saturn Return est centré autour du personnage de Ritsuko, mais le personnage actentiel, comme on dit, c'est-à-dire qui fait l'action, qui fait avancer l'intrigue, c'est plutôt Koide, son éditeur, qui lui a comme but vraiment qu'existe je vais pas trop montrer les derniers tomes, qu'existe ce deuxième roman. Il a envie de la remettre à l'écriture parce que c'est son travail d'éditeur aussi, mais il se méfie un peu de Ritsuko assez rapidement. Il comprend qu'ils poursuivent le même but, qui est de résoudre cette enquête et de comprendre ce qui s'est passé avec le suicide de Nakajima. Mais ils ont le même but, mais pas de la même façon. Et il comprend très vite que Ritsuko lui dit pas tout. Et lui, il s'intéresse à l'enquête au bout d'un moment presque par divertissement. Il a envie d'aller jusqu'au bout de l'enquête, quoi. Il a commencé, il veut pas arrêter. Vous voyez, quand je vous dis que le dessin d'Akane Torikai s'est amélioré, genre une page comme ça, je trouve ça vraiment sublime. Elle a un trait que je trouve très très beau là dans les visages, que ce soit celui de Koide ou de cette femme, qui est une des 8 femmes qui a reçu un texto. On va découvrir les 8 femmes, hein, vous inquiétez pas, il y aura pas de mystère, parce que c'est ça qui est cool. Et justement, j'en reviens un peu maintenant que j'ai un peu raconté de quoi parle Saturn Return. C'est ça qui est vraiment cool avec cette série, c'est qu'Akane Torikai a enfin pris à bras le corps l'idée de faire un récit qui soit aussi un récit de divertissement. Comme je vous dis, il y a beaucoup de strates, c'est un récit complexe, Saturn Return, avec beaucoup de personnages. Donc je vous conseille de pas traîner trop pour le lire. Si vous voulez lire la série, quand je dis pas traîner trop, c'est-à-dire d'enchaîner les 10 tomes relativement rapidement. Vous n'êtes pas obligé de vous faire un binge reading en 2 jours, mais traînez pas trop, parce que comme il y a énormément de persos qui sont tous un peu entremêlés, qu'il y a des vérités, des mensonges cachés par plein de personnages en même temps et tout, vous risquez d'oublier des détails et ça peut rendre la lecture un peu laborieuse. Donc là maintenant la série est sortie entièrement, je vous conseille si vous voulez vous la faire, faites-la vous en une fois, quoi. Je peux vous montrer ça parce que c'est interrompu, c'est une scène où on sait qu'ils vont pas s'embrasser, où il y a la copine qui arrive, qui est vraiment mon perso favori, je maintiens. Et donc oui, Akane Torikai a pris à bras le corps de faire un vrai manga d'enquête, qui a une fin d'ailleurs assez surprenante, moi que j'avais pas vu venir. J'ai mis pas mal de tomes à comprendre vers quoi on allait, et la fin, c'est pour ça que je veux pas vous montrer les tomes 9 et 10, parce que j'ai pas envie de dévoiler par mégarde quelque chose. Mais le dénouement de l'intrigue, ce qui s'est passé avec Nakajima, les secrets de Ritsuko sont passés, tout ça, et j'ai trouvé très satisfaisant. J'étais pas du tout déçu par la fin, et je trouve qu'il y a un truc, il y a un rapport d'Akane Torikai dans la fin notamment, mais pas que, dans tout le récit, d'Akane Torikai à ses personnages qui est intéressant, et qui montre, encore une fois, je trouve que Saturn Return est vraiment une évolution par rapport à ses récits précédents, où finalement, en s'autorisant à être une histoire qui ne cherche pas forcément à avoir un propos précis, politique, idéologique, mais à être avant tout une histoire divertissante au sens propre, et ben finalement elle a réussi à créer un récit beaucoup plus complexe que ses mangas précédents, qui a beaucoup plus de strates, beaucoup plus de couches de choses à aller chercher, parce que comme ses récits précédents étaient des mangas un peu à thèse, hein, comme je disais, je maintiens, ça en faisait des histoires finalement assez unilatérales, qui avaient un propos, un but, oui, un propos. Là, vous voyez les dessins d'Akane Torikai d'il y a un peu plus longtemps. C'est dans En proie au silence. Oui, ça en faisait des récits qui avaient un propos qu'on pouvait comprendre dès les premières pages, en fait, et qui évoluaient assez peu. Elle développait le propos un peu sous différentes formes, et
je cherche pas à dire que c'était des mauvais mangas, hein. J'aime beaucoup Akane Torika depuis le début. Mais je veux juste dire qu'avec Saturn Return, elle a pris une nouvelle dimension que je trouve extrêmement kiffante. J'ai hâte de voir ses prochains mangas, voir si elle va continuer sur cette lancée. Parce que Saturn Return, moi, c'est un manga que j'ai adoré. Et je trouve qu'il faut... Alors certes, il y a le côté féministe et tout ça qui est attaché aujourd'hui à l'identité d'Akane Torikai, mais je pense qu'il faut un peu, pour parler de Saturn Return, faut un peu oublier cette partie de son identité, enfin l'oublier, en tout cas la mettre un peu à distance, parce que Saturn Return est avant tout, je trouve, un manga policier, en fait, d'enquête, et c'est comme ça qu'il est le plus riche, en fait. C'est en le prenant sous cet angle-là qui peut trouver, à mon avis, un lectorat très large, et qui va y trouver beaucoup de choses, en fait, dans ce manga. Beaucoup de choses très très intéressantes, assez passionnantes, des persos ultra riches, que ce soit Ritsuko ou Nakajima. Ritsuko et son ami d'enfance qui s'est suicidé. Nakajima, lui c'est l'éditeur, hein, c'est Koide. C'est des persos très riches, pas du tout unilatéraux. Il y a vraiment, comme je vous dis, Ritsuko, l'héroïne, le perso central en tout cas, est vraiment très ambivalente. Moi je l'aime pas beaucoup, et le récit ne fait rien pour la défendre. Enfin, ne fait rien. En tout cas, il montre sa richesse. Il montre qu'on peut être un personnage qui a de très gros mauvais côtés, sans être pour autant le diable incarné, quoi, si vous voulez. On est tous humains, et en fait, même les pires meurtriers, les pires monstres de l'histoire restent humains. Et les considérer comme autre chose est toujours dangereux, quoi. Et c'est un peu, Ritsuko a un peu un côté comme ça, où elle fait des très sales trucs. Il y a un côté très manipulatrice chez Ritsuko. Et en même temps, elle est humaine. Et on la prend un peu en pitié, même si on ne l'apprécie pas forcément. Il y a une empathie qui se crée. C'est un roman. C'est un manga qui, je trouve, parle finalement pas mal d'empathie. C'est pas le sujet de Saturn Return. Et encore, est-ce que c'est pas le sujet finalement? Parce que écrire, c'est aussi une action d'empathie, une œuvre d'empathie. C'est se mettre à la place d'autres personnages, imaginer ce qu'ils ont en tête. Et Saturn Return parle d'écriture, parle de tout ça, et en parle vraiment bien. Alors, on peut reprocher, comme je m'en suis un peu moqué au début, le cliché de l'écrivaine qui a écrit un grand succès et qui depuis est en panne. On l'a vraiment beaucoup vu en littérature, ce truc-là. Mais, enfin, littérature en fiction. Mais à part ça, c'est vraiment un récit super maîtrisé, qui s'emboîte très très bien. Ce qui est important pour une histoire policière, je trouve que c'est les récits les plus durs à écrire, les enquêtes, parce qu'il faut vraiment que tout s'emboîte. Vous n'avez pas de place pour des scènes qui vont dans des mauvaises pistes, quoi, si vous voulez. Faut vraiment que tout ait un sens et que tout trouve une résolution à la fin. Et elle y arrive vraiment très bien. Elle a très très bien géré son manga. Donc Saturn Return, moi je trouve que c'est de très loin, en fait, le meilleur manga d'Akane Torikai pour l'instant, mais vraiment de très loin, quoi. Et pourtant, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait avant, mais je vous dis, c'était toujours limité par, finalement, c'était des mangas à propos, quoi. Et là, on est sur un truc beaucoup plus riche, sur une histoire polyphonique, avec beaucoup de personnages qui vont donner leur version des faits. Et vous avez le choix. Il y a un tel casting, en fait, entre toutes les copines de Nakajima, l'éditeur, la copine de l'éditeur, Ritsuko. Il y a plein de persos. Vous avez vraiment le choix d'aller explorer telle ou telle thématique qui se trouve dans Saturn Return. C'est un très très bon manga, une très très bonne série. Moi, c'est un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Je l'ai terminé, comme je dis, il y a pas longtemps, hein. Le numéro 10 est sorti, je crois, le mois dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, allez-y. Il est encore dispo chez Akata, comme j'ai dit. C'est Akata qui s'occupe d'Akane Torikai. Je crois qu'il y a une prochaine série qui va bientôt commencer, dans un mois ou deux, qui s'appelle Enfer et contre tous. On verra. J'espère que ça va s'inscrire un peu dans la veine de Saturn Return, avec une Akane Torikai comme ça qui est un peu libérée finalement du propos. Ça y est, en fait, je pense qu'elle s'est affirmée en tant que mangaka féministe et porte-drapeau d'un féminisme de combat, comme je disais, d'un féminisme qui a quelque chose à dire au-delà de simplement on est tous égaux. Vraiment, elle s'attaque au patriarcat, elle s'attaque à des structures sociales. Mais là, je pense qu'elle s'est affirmée comme ça avec En proie au silence ou le siège des exilés, son récit de science-fiction. Mais ça y est, maintenant, elle s'ouvre, j'ai l'impression, en tout cas avec Saturn Return, à quelque chose de plus large.
qui contient toujours du féminisme. Hein. Ne vous y trompez pas, Saturn Return reste un manga féministe, mais qui a beaucoup plus de choses à raconter que ses titres précédents. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé ce que j'ai dit. Au début, je voulais vous parler, est-ce que je le fais je vais le mentionner vite fait. Je voulais vous parler d'un film qui parle aussi de la figure de l'écrivain et que j'ai beaucoup aimé, qui a aucun rapport avec Saturn Return, vous connaissez. Quoique, ouais, allez, c'est une bonne idée que j'en parle, même si la vidéo dure déjà un petit peu longtemps, 25 minutes. Je vous parle rapidement d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Ghostland, de Pascal Laugier, un réalisateur dont on a déjà parlé. J'avais dû parler de Martyr, je crois, dans un de mes précédents épisodes. Je ne sais plus lequel, c'est pas grave. Ghostland, c'est son dernier film en date, mais qui date déjà de... En fait, je me demande si on n'avait pas déjà parlé de Ghostland. Bon, c'est pas grave. Il date de 2017, putain, ça commence à être vieux. Et il a rien fait depuis. C'est un réalisateur qui a peu réalisé parce qu'il fait des films d'horreur hardcore. Ghostland est un film d'horreur très hardcore. Un de ses films précédents qui s'appelait Martyr est encore plus hardcore. Il a fait polémique, il est tellement hardcore qu'il avait été interdit au moins de 18 ans. Ghostland, il est un peu moins, il est supportable. Il est quand même dur, mais il est supportable. Martyr est vraiment la limite du supportable. Ghostland, c'est un très très bon film, moi que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de voir un film, comme je dis, un petit peu extrême, mais qui est vraiment cool, c'est un très bon film d'horreur et c'est un film qui parle lui aussi de la figure de l'écrivain, de l'écrivaine même, à savoir qu'on va suivre, en fait on suit deux sœurs et leur mère qui est jouée par Mylène Farmer, qui est très bien jouée par Mylène Farmer, étonnamment. Enfin, je dis étonnamment. Moi, Mylène Farmer, j'en ai un peu rien à foutre, mais quand j'ai vu que c'était elle l'actrice, je me suis dit, oh là là, la catastrophe. Et en fait, non, elle joue très bien. Et donc, elles emménagent dans une nouvelle maison, vous connaissez le truc, et il y a des tueurs fous qui débarquent, sauf que la mère arrive à repousser les tueurs fous. C'est le tout début du film, hein, ce que je raconte. Ça dure un quart d'heure. On pense que ça va être un film d'horreur classique où les tueurs fous débarquent, tuent tout le monde et il va falloir survivre et nanana. Non, la mère arrive à tuer les tueurs fous et à les repousser. Et devenue adulte, une des deux sœurs est devenue écrivaine à succès et écrit des romans d'horreur et revient notamment dans son dernier roman sur son expérience qu'elle a vécue gamine. Voilà, j'en dis pas trop de plus parce que c'est un film à changement de paradigme. Pascal Laugier aime bien faire ça. C'est-à-dire, il vous fait croire que le film raconte un truc et en fait, à un moment, au bout d'un certain temps, c'est pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, le film va switcher. Il va y avoir un twist, mais c'est pas un twist de fin de film, c'est un twist de milieu de film. Et en fait, le film va être complètement autre chose que ce que vous croyez. Vous pensiez que vous regardiez un type de film et vous en regardiez un autre, en fait. Et ça joue là-dessus sur la représentation des écrivains. C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire sans spoiler, mais ça joue sur les clichés de la représentation des écrivains. C'est-à-dire quand vous voyez la sœur adulte qui est devenue écrivaine, vous vous dites putain, je ne crois pas à cette version d'une écrivaine. Ça ressemble pas à ça, un écrivain. Vous la voyez taper à la machine en mordillant la branche de ses lunettes. Vous vous dites ouais, cet écrivain, c'est très cliché. Et Pascal Laugier vous prend au piège et en fait, c'est expliqué pourquoi c'est cliché et pourquoi vous y croyez pas. Donc il y a aussi un rapport à la vérité qui est au cœur de Saturn Return. Saturn Return, je peux pas spoiler et vous raconter trop l'histoire, notamment ce qui se passe dans les derniers tomes, mais il y a un énorme rapport à la vérité, à ce qui se cache dans les zones d'ombre du passé de Ritsuko. Comme je vous disais, Ritsuko cache beaucoup de choses aux gens, à tout le monde, et voilà, il se passe beaucoup de choses derrière, et finalement, c'est pas complètement idiot de comparer Saturn Return à Ghostland. Il y a des vrais rapports entre le film et le manga. Je vous conseille beaucoup ce film. Comme je dis, il est assez hardcore, mais il est vraiment très bien. Et je vous conseille extrêmement également, ça se dit pas, conseiller extrêmement quelque chose? Si, ça se dit. Je ne sais pas. Je vous conseille beaucoup, en tout cas, Saturn Return, série en 10 tomes, parue chez Akata, de Akane Torikai. Voilà, j'ai tout dit. C'est vraiment trop bien, de très loin, le meilleur Akane Torikai pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite. Je vous dis merci, je vous dis bonne semaine également, et je vous dis que la semaine prochaine, on va parler de ça, un manga que j'ai adoré aussi, on va parler de plein de coups de cœur à la suite, c'est très cool. Un manga que je vous ferai gagner, parce que je l'ai en double. On se retrouve la semaine prochaine pour ça, et je vous dis donc très bonne semaine, lisez du Akane Torikai, c'est trop bien, et lisez surtout Saturn Return. Ciao!